Messieurs les modérateurs, mesdames et messieurs, bonjour. Donc, mon sujet aujourd'hui, c'est l'utilisation des médicaments inotropes dans le choc cardiogénique. Pour cet exposé, je me suis réduit, entre guillemets, aux inotropes qui existent et que vous pouvez utiliser, et pas ceux qui sont en cours de développement. Donc, on va parler essentiellement de 3 à 4 molécules. Alors, l'inotrope idéal dans le choc cardiogénique, on parle de malades qui ont un état de choc et pas de patients qui ont une insuffisance cardiaque. Il ne doit pas avoir hypotenseur puisqu'il est inutile de rajouter de l'hypotension à des malades qui en ont déjà. Ne devrait théoriquement pas, et comme vous le savez, 70% des chocs cardiogéniques, ce sont des patients qui ont un infarctus du myocarde, ne devrait donc pas augmenter la demande en oxygène myocardique et ne pas avoir d'effet tachycardie. Devrait, mais ça c'est très peu étudié, respecter les circulations régionales, hépatodigestives, rénales. Et puis surtout, ce qui n'est vraiment pas le cas de la plupart des inotropes que l'on utilise, ne pas aggraver la surcharge myocardique calcique intramyocitaire, qui est grand pourvoyeur de troubles du rythme et de tachycardie. Enfin, un grand nombre de nos patients, du fait des recommandations de traitement pour l'insuffisance cardiaque, sont traités par bêta-bloquants. Et effectivement, il serait bon et intéressant que ces inotropes puissent être efficaces en cas de traitement préalable par bêta-bloquant. Alors attention aux confusions. L'indication d'un inotrope est justifiée pour augmenter le débit cardiaque en cas de bas débit cardiaque et surtout en cas de bas débit cardiaque inadapté à la situation clinique, donc notamment lorsqu'il y a des signes d'hypoperfusion tissulaire. Mais il ne faut pas oublier la physiologie et les déterminants du débit cardiaque. En gros, ceci veut dire qu'un bas débit cardiaque, vous le savez bien, n'est pas uniquement lié à une insuffisance cardiaque, que dans les déterminants du débit cardiaque, vous avez la précharge, la contraction myocardique intrinsèque, qui, elle, effectivement, est probablement demandeuse d'un effet inotrope, et puis la post-charge. Et donc, il y a un grand nombre de situations où il faudra bien réfléchir, notamment en cas de volémie, parce que, vous le savez, le cœur, notamment lorsqu'il est défaillant, a besoin de volume pour fonctionner. Ici, c'est la courbe classique de fonction myocardique. Et si vous regardez simplement cette partie systolique qui met en abscisse le volume ventriculaire et la pression développée en ordonnée, vous connaissez bien cette courbe qui est la loi du cœur dite de Starling sur un cœur entier. Vous voyez bien que lorsqu'on augmente le volume ventriculaire jusqu'à un certain niveau, on est capable d'augmenter la performance ventriculaire. Et donc, sur un cœur défaillant déjà dilaté, il vaut mieux se situer en haut de cette courbe de Starling pour obtenir la meilleure performance intramyocardique. Ceci d'autant plus que le cœur est défaillant. Alors ici, c'est un papier déjà ancien, un papier de physiologie qui étudie les déterminants de la fraction d'éjection, quelque chose que vous utilisez beaucoup en pratique clinique pour dire le cœur est défaillant, pas défaillant, qui définit l'insuffisance cardiaque, à moins de 45%, moins de 35%. Donc sur cette courbe, vous avez représenté en abscisse le Emax, qui est un paramètre de performance myocardique qui est être indépendant de la fréquence cardiaque et du volume ventriculaire, et ici la fraction d'éjection. Si vous fixez la pression dans ce volume à 100 mm de mercure et que vous faites varier le volume ventriculaire, vous apercevez que la fraction d'éjection est d'autant plus élevée que le volume ventriculaire est important. Et qu'effectivement, si vous avez un bas volume ventriculaire sur un cœur défaillant, donc avec un Emax qui est bas, eh bien vous avez une fraction d'éjection très basse. Et donc, si ce cœur est en hypovolémie, une idée thérapeutique, avant de lui donner des inotropes, et bien évidemment de lui donner du volume pour faire augmenter la fraction d'éjection. Alors, dans les thérapeutiques hémodynamiques du choc, ou du choc cardiogénique en particulier, il y a effectivement 3 cibles classiques. La première, c'est l'hypovolémie, toujours y penser, traitée par expansion volumétrique. Et éventuellement, lorsqu'on, pour certaines raisons, utilisation de vasopresseurs qui ont un effet sur la capacitance veineuse comme la noradrénaline, la défaillance vasculaire qui est de mécanisme ubiquitaire, mais qui traduit l'incapacité du muscle vasculaire à se contracter en présence de concentrations, on va dire même importantes de catécholamine, avec des molécules qui sont des vasopresseurs purs, qu'on va probablement peu utiliser dans le choc cardiogénique, comme la phényléphrine ou la vasopressine, et des médicaments qui sont des à la fois inotropes, à la fois vasopresseurs, probablement intéressant dans cette indication, puisque capable d'augmenter la pression artérielle et capable d'augmenter le débit cardiaque, dopamine, adrénaline, et puis les médicaments de la défaillance cardiaque pure,
inotropes, ceux qui n'ont pas d'action ou une action négative, donc une hypotension sur la pression artérielle, dobutamine, lévosimendan, inhibiteurs des phosphodieestérases, encore une fois les inopresseurs, adrénaline, noradrénaline. Pour utiliser en toute sécurité les médicaments inotropiques, c'est important de connaître un tout petit peu leur mécanisme d'action moléculaire. Alors les premiers médicaments qui sont utilisés, les bêta-agonistes, les bêta-1 agonistes, dont l'exemple le plus simple est la dobutamine. Vous savez comment ça marche, c'est stimulation des bêta-récepteurs et puis induction d'un second messager. Et dans ce cas-là, le second messager, lorsqu'on utilise la dobutamine, c'est l'activation de l'adénylcyclase qui va faire augmenter la MP cyclique. Et la MP cyclique lui-même va être à l'origine d'une augmentation de la concentration intracytoplasmique de calcium, à la fois par la mobilisation de calcium intra-réticulocytaire et puis par l'activation de canaux calciques, qui va être à l'origine de l'effet chronotrope, à l'origine de l'effet inotrope, et l'augmentation du calcium va favoriser l'interaction entre actine, myosine et troponine et entraîner une amélioration de la contractilité. La deuxième classe de médicaments dont nous parlerons sont les inhibiteurs des phosphodieestérases qui jouent, et c'est intéressant à comprendre, un niveau, on va dire, plus lointain dans la chaîne de la contraction que les bêta-récepteurs. Et les inhibiteurs des phosphodieestérases de type 3, par exemple l'énoxymone, le chorotrope, comme l'indique leur nom, vont empêcher la dégradation de l'AMP cyclique. La phosphodiestérase, c'est une enzyme qui sert à dégrader l'AMP cyclique et donc à préserver d'AMP cyclique intracellulaire qui va favoriser la contraction. Donc lorsque vous utilisez des inhibiteurs des phosphodieestérases, vous chantez totalement la phase d'activation cytoplasmique des bêta-récepteurs. Troisième médicament dont on va parler, qui est aussi quelque chose dont on discute depuis quelques années, c'est l'utilisation des alpha-récepteurs, puisque classiquement, on apprenait qu'il n'y avait pas beaucoup d'effets inotropes lorsqu'on utilisait des médicaments alpha. Vous verrez après que ce n'est pas tout à fait vrai et que la stimulation alpha par de la noradrénaline entraîne une augmentation du calcium intracytoplasmique myocytaire, moindre par rapport à la stimulation bêta, puisqu'une stimulation alpha, c'est 15% de stimulation bêta, mais la noradrénaline aura, et on en discutera un petit peu plus tard, un vrai effet inotrope. Et puis, molécule qui est utilisable potentiellement en France, c'est le lévosimendan, qui est ce qu'on appelle un sensibilisateur calcique. Alors vous avez vu précédemment que lorsqu'on utilisait la stimulation bêta-adrénergique, on augmentait la production d'un MP cyclique, Lorsqu'on utilisait les inhibiteurs des phosphodieestérases, on empêchait la dégradation de cette MP cyclique qui faisait augmenter la concentration de calcium. Et lorsqu'on utilise du lévosimendan, qui est un sensibilisateur calcique, vous allez favoriser la liaison de la troponine C au calcium, qui va elle-même favoriser la liaison actine-myosine et qui va entraîner un effet inotrope. Donc vous voyez, c'est un effet qui est extrêmement distal par rapport à la stimulation bêta. Donc pour résumer, trois grands mécanismes. Le premier, stimulation directe des bêta, production de calcium, effet inotrope. Deuxième, stimulation, on empêche l'AMP cyclique d'être détruit, augmentation du calcium. Et le troisième effet, on favorise très distal la liaison calcium-troponine et effet inotrope. Alors les catécholamines, comme je vous l'ai expliqué, n'ont pas que des effets positifs, il y a aussi un certain nombre d'effets négatifs et pathologie expérimentale, un des moyens d'induire une cardiomyopathie, c'est de perfuser très longtemps des catécholamines. Et c'est important de faire la distinction entre temporelle, les cardiologues le connaissent bien, entre un effet aigu, qui est le choc cardiogénique, quelques heures à quelques jours, d'un effet long terme de quelques jours à plusieurs mois. Et c'est la raison pour laquelle on donne des bêta-bloquants dans l'insuffisance cardiaque. Effectivement, n'est pas exactement la même pour lesquelles on pourrait ne pas en donner dans le choc cardiologique. Alors les catécholamines induisent des cardiomyopathies. Alors on connaît le phéochromocytome, les stress émotionnels, le saignement intracrânien, le trauma crânien, l'AVC, les pathologies comme le sepsis, et puis effectivement le fait qu'on en donne trop de façon exogène, soit nous-mêmes par des bêta-2 agonistes signalés, l'adrénaline, les amphétamines, la cocaïne. Et aussi induit un certain nombre de perturbations intracellulaires, notamment marquées par une libération importante de noradrénaline directement dans le myocarde, qui diffuse dans la circulation coronarienne. Alors il faut distinguer, et on en reparlera un petit peu plus tard, les effets de l'adré et la noradrénaline. La noradrénaline, elle est inotrope
à basse et à haute concentration, alors que l'adrénaline, elle est inotrope à basse concentration et qu'elle diminue l'inotropisme. C'est vraiment des effets qui sont très différents de ce que l'on imagine dans la pratique clinique. Je ne sais pas pourquoi on dit toujours l'adrénaline, c'est médicament à tout faire, c'est bon pour le cœur. Si vous regardez les vraies propriétés moléculaires, vous regardez que c'est probablement pas vrai. Et ça s'explique très facilement, parce que la noradrénaline marche sur les protéines G qui sont stimulantes, alors que l'adré a à la fois des effets sur des protéines G qui sont à la fois et stimulantes. Et donc, ça vous est montré ici sur ce petit schéma où on met des concentrations croissantes, donc de moins 10 à moins 4 log, donc les croissantes c'est plutôt vers moins 4, et on regarde la force développée. Et lorsque vous utilisez la noradré, vous voyez que l'effet de la noradré, il augmente et il est persistant, alors que l'effet de l'adrénaline, il diminue lorsqu'on augmente les concentrations. Et dans une des suites de ce papier qui est expérimental, était aussi intéressant, c'est qu'il est probablement inutile et probablement même délétère de mélanger les deux molécules, au moins au niveau moléculaire. Mélanger adré et noradré n'a pas de signification physiologique intéressante et pourrait même avoir un effet délétère. Alors ça marche aussi par d'autres mécanismes qui ne sont pas uniquement la liaison aux adrénorécepteurs, mais aussi la production d'amylochrome, de radicaux libres, de surcharge calcique qui entraîne ce qu'on appelle la fameuse contraction qu'on voit dans Takotsubo notamment. Je vous invite aussi à regarder et revenir un tout petit peu à la physiologie, à ce schéma entre la relation récepteur-effet. Et donc si on s'intéresse à ce qui se passe dans le myocarde, on voit que dans le myocarde, il y a principalement des récepteurs bêta-1, un tout petit peu de récepteurs bêta-2. Et lorsque vous regardez l'affinité de ces récepteurs pour les catécholamines, vous apercevez que la noradré a beaucoup plus d'affinité que pour le récepteur bêta-1 qu'à l'adrénaline au niveau myocardique, ce qui n'est pas le cas au niveau du vaisseau, puisqu'on sait qu'au niveau du vaisseau, il y a essentiellement des récepteurs bêta-2. Alors les catéchos, vous savez comment ça marche. Ça marche par l'interaction avec un certain nombre de récepteurs. Chaque catécholamine agit sur plusieurs récepteurs et l'effet, la sommation de ces effets qui est aussi un petit peu à discuter en fonction de la dose utilisée. Alpha, c'est la vasoconstriction. Bêta 1, c'est l'inotropisme. Bêta 2, c'est la vasodilatation. Globalement, vous savez, la dopamine, c'est un petit peu à tout faire et à rien faire à la fois. Donc un peu alpha, un peu bêta 1. La dobu, c'est essentiellement la molécule du cœur. Donc a priori, vous ne voyez pas d'effet ou un effet contrebalancé entre alpha et bêta 2, pas d'effet sur la pression artérielle. Donc première conclusion, en cas d'hypotension artérielle grave, en tout cas, on n'utilisera pas la dobutamine seule. L'adré fait un petit peu tout et la noradré a essentiellement un effet alpha et un petit peu un effet bêta 1. Ça, c'est la vision, on va dire, classique. Donc l'adrénaline augmente la pression, beaucoup la fréquence cardiaque et le débit cardiaque. Et si on l'oppose entre guillemets à la noradré, elle augmente la pression, elle n'augmente pas et elle, en général, la fréquence cardiaque et elle augmente le débit cardiaque. Si on s'intéresse aux molécules qui sont utilisables en pratique clinique, on va tout de suite parler de la dopamine pour ne plus en reparler, quasiment plus en reparler après. Voilà, ce papier de Daniel De Backer qui n'était pas initialement fait pour s'intéresser à la dopamine dans le choc cardiogénique, était la dopamine dans tous les états de choc. Pas de différence de mortalité globale si on s'intéresse à tous ces états de choc, mais lorsqu'on regarde des groupes qui ont été définis a priori, vous voyez que la noradrénaline fait clairement mieux dans le groupe de patients en choc cardiogénique, et ceci c'est lié essentiellement à la tachycardie, à l'effet arythmogène de la dopamine. Donc vous oubliez totalement la dopamine pour tout, mais surtout pour le choc cardiogénique. Alors on va revenir au vieux papier, entre guillemets, alors ça c'est vraiment un papier déjà ancien qu'avait publié Christian Richard, qui comparait, mais qui est intéressant, qui comparait dopamine et dobutamine chez des patients en choc cardiogénique d'étiologie mixte. Alors les thérapeutiques de choc cardiogénique étaient très différentes à ce moment-là. Juste intéressez-vous essentiellement à la dobutamine. Vous regardez l'effet de la dobutamine chez les patients en choc qui sont hypotendus, la dobutamine ne change pas grand-chose à l'hypotension. Si vous vous intéressez à l'index cardiaque, la dobutamine améliore l'index cardiaque, fait un tout petit peu tachycarder le patient et augmente les index du ventricule gauche, donc un effet inotrope, et a une certaine tendance à diminuer un tout petit peu les pressions télédiastoliques du ventriculaire gauche, sans impact majeur sur les pressions pulmonaires. Donc la dobutamine est un médicament qui paraît, c'est pas une nouveauté, bien adapté à l'insuffisance cardiaque aiguë, augmentation du débit cardiaque, plutôt diminution des pressions de remplissage que l'on recherche, et je vous ai pas mis ici, plutôt un effet favorable sur l'énergétique myocardique, à condition que l'on n'utilise pas de trop fortes doses, et ceci vous est de la
la demande d'oxygène myocardique lorsqu'on utilise la dobutamine, et se montrer ce travail de Jean Hutteboul où ils ont utilisé chez des patients pas en choc cardiogénique mais en insuffisance cardiaque grave des doses de 0, 5, 10, 15 microgrammes kilo minute de dobutamine et où ils ont mesuré les effets globaux sur l'index cardiaque, la fréquence et la SO2. Ce qui est intéressant à regarder, lorsqu'on utilise la dobutamine, on titre sur l'index cardiaque. Si vous titrez sur l'index cardiaque, vous augmentez l'index de 1,8 à 2,7, tout le monde est content. Par contre, si vous regardez la SO2, qui est, on va dire, si tout est bien réglé par ailleurs, la consommation d'oxygène, etc., eh bien, on s'aperçoit que la SO2, elle augmente de 52, 58, 62. Et puis, lorsque vous augmentez de 10 à 15 microgrammes par kilo par minute, elle n'augmente plus. Et c'est probablement qu'on a atteint un effet, on va dire, de saturation. Et cet effet est lié à un effet thermogénique des catécholamines, probablement lié à la tachycardie. Et donc, il ne faut pas uniquement monitorer votre effet sur l'index cardiaque, mais sur une composante qui intègre à la fois toutes les composantes de la demande, dont la SVO2, et probablement là qu'il était bon et suffisant de s'arrêter à 10 microgrammes par kilo et par minute. Deuxième molécule que l'on peut utiliser, les inhibiteurs des phosphodiestérases, donc comme je vous l'ai expliqué, qui empêchent la dégradation de l'AMP cyclique, qui joue un rang en dessous des bêta-récepteurs, comme les noximones. En gros, c'est un effet inodilatateur comparable à la dobutamine, mais beaucoup plus vasodilatateur, donc beaucoup plus hypotensif, probablement en théorie moins tachycardisant, mais surtout attention, qui a une demi-vie bien plus importante, et lorsque vous utilisez le chorotrope, vous en avez pour plusieurs heures, donc la demi-vie d'autant plus longue qu'il y a une insuffisance rénale. Mais il y a aussi un certain nombre d'avantages. Il y a un effet vasodilatateur pulmonaire un peu plus marqué qui fait que, notamment, c'est un peu plus utilisé en post-CEC lorsqu'il y a de l'HTAP qu'il faut sortir de CEC. Les effets hémodynamiques, je vous les ai mis en dessous, tirés d'un papier. En gros, voilà, c'est un effet inodilatateur avec un risque d'hypotension artérielle. Le lévosimendan, qui est un médicament très particulier, qui n'a pas d'AMM en France, qui a juste une ATU, c'est-à-dire que lorsque vous voulez l'utiliser, il faut remplir un papier, donner les caractéristiques de votre patient et demander l'autorisation. Donc, sensibilisateur classique. Dans le choc cardiogénique, il est recommandé de ne pas utiliser le bolus qui est prévu normalement pour l'insuffisance cardiaque. Ça s'utilise à une posologie de 0,1 à 0,2 maximum microgrammes kilo minute pendant 24 heures, une seule fois, 24 heures. Et en gros, lévosimendan a un métabolite qui a une demi-vie très longue et qui permet d'être efficace pendant 7 à 10 jours. Vous êtes autorisé éventuellement à faire une deuxième cure. Ça aurait, dans un certain nombre de papiers, un effet bénéfique sur l'énergétique intramyocardique, plutôt un effet bénéfique sur la fonction diastolique, ce qui peut être intéressant chez les malades qui sont déjà tachycardes. Vasodilatateur, bien entendu, donc il faut que votre pression soit maintenue, soit naturellement, soit par des vasopresseurs. Et puis aussi, classiquement, un effet un peu plus bénéfique sur le ventricule droit, beaucoup utilisé en chirurgie cardiaque. Alors, dans le choc cardiogénique, il n'y a pas grand-chose non plus, il n'y a que des petites séries. Ce papier de l'équipe de Fuhrmann, choc cardiogénique réfractaire, traité par contrepulsion adré-noradré, à qui on rajoute du lévosimendan. Et sur cette série de 36 patients, eh ben, il y aurait un effet bénéfique sur la mortalité, qui n'est pas simple à expliquer, puisque lorsque vous regardez l'ensemble des paramètres hémodynamiques qui pourraient être intéressants, pression index, résistance, cardiaque power index, il n'y a pas de différence significative entre... Alors, c'était le comparatif, c'était le noximone. Les patients avaient déjà adré, noradré, dobutamine. On rajoutait du lévosimendan chez les patients en échec, et les noximones étaient moins efficaces que le lévosimendan. 36 patients. Il est sorti une méta-analyse de la Cochrane librée là récemment qui dit quand même que finalement, il faut être très prudent pour le moment. Et donc, on est un petit peu en phase d'évaluation. Alors, pour répondre à la question d'Armand tout à l'heure, j'écris la noradrénaline est un inotrope, ça peut être un petit peu provocateur. C'est un papier qui va être publié ce mois-ci dans Choc. J'ai placé en choc cardiogénique post-infarctus du myocarde. Donc une population à la fois homogène et hétérogène. Vous savez que l'infarctus du myocarde, il y a des patients qui ont fait des arrêts cardiaques, il y a des patients qui n'en ont pas fait, il y a des patients qui ont des fonctions très déprimées, des patients qui ont des fonctions ventriculaires un petit peu moins déprimées. On a testé 2 niveaux de pression, 65 et 85, en augmentant la noradrénaline. Et lorsqu'on fait ça, on s'aperçoit quoi? Que la fréquence cardiaque ne change pas, que l'index cardiaque monte significativement, que le cardiac power index, qui est un indice pronostic relativement robuste dans le choc cardiogénique, s'améliore, et que la SVO2 s'améliore. Donc, vous voyez, l'augmentation de la pression par elle-même peut être intéressante pour augmenter l'index cardiaque, surtout si vous ne voulez pas augmenter la fréquence cardiaque. Là, les patients avaient 100 de fréquence. Quand vous avez 130 de fréquence, il faut aussi réfléchir. Mais il y a aussi d'autres alternatives. Et puis, on avait mesuré l'ASTO2, donc le NIRS musculaire, et on regardait que la plupart des patients, entre guillemets, bénéficiaient sur le plan de la microvascularisation de cette augmentation de pression. Donc, c'est aussi pour répondre un petit peu à la question d'Armand. On augmente
la post-charge, significativement, les résistances augmentent et l'index cardiaque et la VO2 augmentent. Ce qui n'est pas contradictoire puisqu'on reste dans des pressions 85 qui ne sont pas encore trop élevées. Enfin, nous avions publié ce papier chez des patients qui étaient en choc cardiogénique non ischémique. On avait comparé noradré, dobutamine à épinéphrine. Même effet chez les patients qui étaient en échec de traitement par dopamine. C'était une autre époque. La pression artérielle était corrigée de la même façon, l'index cardiaque de la même façon. Il y avait une vraie différence en termes de fréquence cardiaque. Les patients traités par adrénaline étaient évidemment beaucoup plus tachycardes. Et puis si on s'intéressait à d'autres paramètres, l'adrénaline augmentait le taux de lactate. Ce n'est pas une grave maladie d'avoir un peu plus de lactate. Par contre, ça empêche de suivre la lactatémie comme indicateur de votre bon traitement hémodynamique. On avait une différence en termes de tonométrie gastrique, d'adéquation de la perfusion muqueuse, et puis une meilleure fonction rénale, en tout cas une meilleure diurèse sous noradrénaline. En pratique, comment on utilise les inotropes? L'indication et la titration, elle est sur l'ensemble des paramètres hémodynamiques et pas seulement sur un seul, sur l'intégration de ces paramètres. Donc il faut un bas débit symptomatique. Si vous avez un patient d'hypothermie à 33 degrés, que vous avez un litu d'index, il n'est peut-être pas nécessaire d'augmenter son index cardiaque si les autres paramètres sont bons. Donc vous intégrez la fréquence cardiaque, l'index cardiaque, la VO2, le lactate, vos paramètres échocardiographiques. Surtout, on a discuté, vous gardez bien pas d'hypovolémie et votre pression artérielle est corrigée. Comment on l'utilise? La dobutamine, il faut l'utiliser très doucement au début. 2 microgrammes kilo minute suffit souvent pour avoir un effet important. Le lévosimendan, je vous l'ai dit, pas de bolus. L'inoxymone, pas de bolus. On débute à une ampoule par 24 heures pour monter jusqu'à 2-3, ce qui fait 2 à 10 microgrammes kilo par minute. Dans les limitations de l'utilisation des inotropes, en fonction de la gravité de votre choc cardiogénique, en fonction de votre patient, il faut toujours discuter du bénéfice-risque. Donc il faudra discuter vasopresseur versus inotrope, toujours mesurer l'effet, ça c'est important, pas dire je mets de la dobu et puis je ne mesure pas, vous devez mesurer l'index cardiaque, la SO2, le paramètre échocardiographique, et puis toujours cette discussion pour les malades les plus graves, est-ce que je continue à essayer chez un malade qui est déjà polydéfaillant de monter mon index cardiaque qui ne monte pas désespérément, le patient reste tachycarde à 130, ou est-ce que je dois discuter l'assistance myocardique? Ça c'est quelque chose que discutera Alain tout à l'heure. Alors juste pour vous donner, puisque c'est la session, les recommandations de la formalisée d'experts que je présenterai vendredi, que nous venons de finir avec un certain nombre d'autres experts, la partie inotrope, nous avons dit, il n'y a pas de grande nouveauté, il est recommandé d'utiliser la dobutamine pour traiter le bas débit cardiaque, survenant lors du choc cardiogénique. En première intention, il ne faut pas utiliser les inhibiteurs des phosphodiestérases ou le lévosimendan, non pas parce que ça ne marche pas, mais parce qu'on a une absence de preuve pour le moment de l'efficacité ou du coût, efficacité, effet secondaire de ces thérapeutiques. Par contre, on peut effectivement utiliser ces thérapeutiques, IPDE ou lévosimendan, chez les patients en choc cardiogénique réfractaire aux catécholamines usuelles. Et puis, on peut utiliser aussi cette thérapeutique. Il existe un vrai rationnel pharmacologique, vous l'avez compris, chez les patients qui sont traités par